Halloween a longtemps été ma fête préférée. Pourtant, chaque année à l'approche du 31 octobre, je m'enferme chez moi et ne sors que le lendemain quand le soleil est déjà haut dans le ciel. L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée en 1992, dans une ville du sud de la France. J'avais 13 ans, et je menais une vie des plus banales, sans rien de notable. Sinon mon adoration pour cette fête d'Halloween. Mes préparatifs de l'événement se faisaient toujours au moins 15 jours à l'avance. Une année, j'étais un vampire. La suivante, je devenais un fantôme. Et celle d'après, je me maquillais en zombie. J'avais pour idée qu'un déguisement d'Halloween devait être effrayant au possible. Et les filles déguisées en fées clochettes ou les garçons portant un ensemble de gendarmes avaient le don de m'énerver au plus haut point. Cette année-là, j'avais reçu un coup de téléphone de la part de Samuel, un ami à moi, qui voulait me parler d'un endroit qu'il avait repéré, derrière le petit bois qui séparait le village de la grande route nationale. Il m'a dit qu'on pourrait y camper, après la récolte de bonbons pour y passer la nuit. Je lui ai répondu que ça me paraissait être une bonne idée, mais qu'il fallait que je demande la permission à ma mère. Il a dit qu'il allait téléphoner aux autres amis de la bande, pour leur dire de faire pareil, puis il a raccroché. Ma mère n'a même pas hésité quand je lui ai annoncé que j'allais camper avec mes amis. C'était une époque et un village assez calme, où la rubrique des faits divers du journal local n'était agrémentée que de petites histoires, comme celle d'un chat écrasé, ou encore celle d'un arbre tombé sur la serre du vieux Roger. C'est au retour de mon dernier jour d'école que j'ai été acheter mon déguisement. Ma mère m'a accompagnée au centre commercial, dans un magasin consacré aux fêtes et aux événements. Je trouvais amusant que le rayon Halloween était adjacent à celui des événements religieux. Le déguisement de moine fou contrastait avec les habits immaculés de communiants. Un masque a attiré mon regard et m'a fait comprendre dès le premier coup d'œil que cette année, je me déguiserais en clown. Il souriait d'une manière malsaine, avec des lèvres gercées qui avaient l'air gorgées de sang. Je m'en suis emparée et l'ai montré à ma mère qui a fait une grimace de dégoût en le voyant. Pendant qu'elle me disait à quel point trouver le masque répugnant, je cherchais le reste du costume, parmi tous les déguisements alignés sur le rayon. J'ai fini par trouver une chemise décorée de lambeaux de tissu multicolores et tachée d'hémoglobine. J'ai pensé que je pourrais emprunter les chaussures de mon père pour imiter les chaussures démesurées que portaient habituellement les clowns. Une quinzaine de jours plus tard, le 31 était enfin arrivé. Je suis sortie de chez moi vers 20h et j'ai rejoint mes amis devant la supérette du quartier. Nous n'étions que 4, alors qu'au moins 10 personnes avaient été conviées. On a décidé de commencer notre tournée à l'arrivée d'un 5e garçon. Baptiste, qui était déguisé en sorcier, a frappé à la première porte de la rue. En remarquant le temps qui s'était écoulé avant de voir ouvrir une jeune femme avec un seau rempli de sucettes, on a décidé de se séparer pour aller plus vite. En 1 heure, on avait rempli nos sacs de friandises. Et on avait sonné à toutes les portes de la rue. Toutes sauf une. Nous n'avions pas osé franchir la grande grille de la dernière maison sur la droite. Elle était semi-mitoyenne, et sa façade gauche donnait sur un champ. Elle avait l'air en piteux état. Et pourtant, émanait d'elle une certaine aura, en concordance avec la période d'Halloween. On s'est rassemblés devant en comparant nos sacs respectifs. Puis on a décidé d'aller sonner tous ensemble, à la porte de cette étrange maison. La porte a fini par s'ouvrir et, à notre plus grand étonnement, c'est un homme d'âge moyen qui en a émergé. Il avait de petites lunettes et un crâne garni de cheveux gris, comme un PDG ou un scientifique. Il nous a salués avec un sourire chaleureux et a commencé à étudier nos masques du regard. Il a finalement tendu un saladier rempli de friandises, qu'on ne pouvait pas identifier. C'était de petits cubes avec un emballage de papier blanc. On en a pris une poignée chacun, on l'a salué, et on est reparti en prenant soin de fermer le portail derrière nous. Il devait être 21h30, quand Samuel nous a annoncé qu'il allait nous mener à l'endroit qu'il avait repéré, pour que nous puissions monter nos tentes. On a pris la rue dans l'autre sens, et on l'a suivi jusqu'à atteindre le bois qui marquait la fin de la zone habitée du village. Le reste n'était que champs et prairies. On s'est enfoncé dans le bois, éclairé par nos lampes torches, et en suivant Samuel qui marchait d'un pas assuré. Il s'est finalement arrêté devant un énorme rocher, sous lequel on pouvait facilement se tenir debout, sans toucher la paroi. Pendant qu'on montait les tentes, je regardais autour de nous.
mais la profondeur des environs ne me permettait pas de voir quoi que ce soit d'autre que des arbres. On a essayé d'allumer un feu, mais personne ne savait comment s'y prendre. On n'était éclairé que par la lumière de la lune et celle de nos lampes. Assis en cercle, on se racontait des histoires de fantômes à tour de rôle, en mangeant ce qu'on avait récolté. Un des garçons a enfin posé la question, dont tout le monde voulait connaître la réponse. Quel genre de friandises étaient ces cubes, qu'on avait reçus à la dernière maison? On en a tous ouvert un, mais ce qu'on a vu ne nous a pas donné envie de le mettre dans la bouche. Ils avaient une horrible couleur mauve translucide, et paraissaient être verts en leur centre. On a désigné au pierre-feuille-ciseaux celui qui serait le cobaye. C'est tombé sur Samuel, qui a râlé avant de mettre le bonbon dans sa bouche. Il l'a sucé 5 secondes, et m'a dit qu'il n'avait pas vraiment de goût. Puis il a croqué dedans, et a exorbité les yeux avant de recracher ce qu'il avait dans la bouche. Il a dit que c'était absolument infect, et tout le monde a ri. On s'est débarrassé des bonbons en les lançant derrière le rocher. La lune était maintenant cachée par les arbres, et il faisait très sombre. On a décidé de rejoindre nos tentes. Je partageais la mienne avec Samuel, qui portait toujours son masque de citrouille démoniaque. On n'a pas beaucoup parlé avant d'éteindre nos lampes. Je lui ai simplement demandé pourquoi il avait voulu venir ici. Il m'a répondu qu'il ne savait pas vraiment, qu'il aimait bien l'endroit. J'ai acquiescé silencieusement, et je me suis tournée dans mon sac de couchage. Je me suis rapidement endormie. J'ai été réveillée par des bruits provenant de l'extérieur de la tente. Je me suis relevée pour mieux entendre. Ça ressemblait à des craquements et des déglutitions. J'ai tourné la tête, et j'ai remarqué que Samuel n'était pas dans la tente. Sa couchette était vide. À genoux, j'ai toujours mon sac de couchage. J'ai commencé à ouvrir la tirette de la tente, et j'ai vu Samuel, au pied d'un arbre qui me fixait derrière son masque. La citrouille esquissait un affreux sourire, qui me donnait la chair de poule. Je suis sortie de la tente, et me suis approchée de lui en chuchotant son nom. Mes yeux ont commencé à s'habituer à l'obscurité, et j'ai remarqué que Samuel n'était pas tourné vers moi, mais qu'il avait retourné son masque à l'arrière de sa tête. Il avait l'air penché sur quelque chose, et portait toute son attention dessus. Je l'ai appelé, cette fois un peu plus fort. Il s'est tourné, et j'ai compris ce qu'il se passait. Il tenait dans sa main un lapin, ou un lièvre complètement éventré. Son visage était presque intégralement rouge, coloré du sang du pauvre animal. Il m'a regardé dans les yeux, et m'a adressé un petit sourire, avant de porter le lièvre à sa bouche, et de replonger ses dents dedans, en aspirant ce qu'il pouvait avec d'horribles bruits. Je me suis reculée précipitamment. Je ne comprenais pas son comportement. J'ai contourné le campement, et me suis cachée derrière de hautes herbes, tout en observant Samuel, qui ne faisait plus attention à moi. Au bout d'un moment, il a jeté négligemment ce qui restait du lapin, et a commencé à s'intéresser aux tentes où dormaient mes amis. Il s'est mis à avancer vers l'une d'entre elles, en marchant bizarrement, presque accroupi. Il a ouvert le voile de la tente, et est entré dedans. 10 secondes se sont écoulées, avant que des hurlements ne me parviennent. Je voyais la tente faire de grands mouvements, au rythme des cris de mes amis. J'avais peur, et je me suis retournée sans même essayer de les aider. J'ai couru devant moi sans m'arrêter. J'ai trébuché plusieurs fois, et je ne trouvais pas mon chemin. Je continuais d'entendre des cris au loin. J'ai alors décidé de garder une direction et d'avancer droit devant moi. La lune projetait les ombres des branchages sur mon passage. Chaque bruit m'effrayait et m'encourageait à avancer plus vite. J'ai finalement aperçu une lumière qui me semblait artificielle. C'était celle des lampadaires de la rue d'où j'étais venue. J'y ai débouché, essoufflé, puis j'ai encore couru jusqu'à ma maison et je suis entrée. Je commençais à me sentir plus rassurée, mais j'ai directement réveillé mes parents pour les prévenir de ce qui était arrivé. Il fallait qu'ils appellent la police. Mes vêtements étaient déchirés à cause des nombreuses chutes que j'avais faites. Ça a contribué à donner de la véracité à mes propos, et mon père m'a demandé de situer l'endroit du campement, tandis qu'il parlait à un agent. La police était sur les lieux dans la demi-heure qui a suivi. Je n'ai jamais revu mes amis, mais j'ai pu apprendre certaines choses de mes parents, et d'autres grâce aux rumeurs. Mes amis et les tantes avaient été retrouvés en lambeaux. Plusieurs d'entre eux étaient encore en vie,
et on les a amenés d'urgence à l'hôpital. Mais ils ont tous succombé suite à leurs blessures. Samuel avait les 2 jambes broyées et gisait en bas du rocher. La police pensait qu'il avait fait une chute depuis le haut de ce rocher. Les bonbons mauves ont aussi été retrouvés. Et après étude, les experts ont révélé que des cellules souches, d'une pathologie inconnue, étaient présentes dans le liquide vert. Ces souches avaient un comportement et une structure assez semblable à ceux du virus de la rage. Cette même pathologie avait été trouvée dans le sang de Samuel, suite à son autopsie. J'ai été interrogé plusieurs fois au sujet de ces bonbons. J'ai parlé de la vieille maison et de l'homme qui l'habitait. La police a longuement investigué les lieux, mais aucun laboratoire, ni aucune trace du mystérieux homme ont été trouvés. Comme je l'ai dit avant, Halloween a longtemps été ma fête préférée. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'aborde les citrouilles, et je les redoute encore plus quand elles sourient. L'idée que l'homme qui nous a donné ces bonbons puisse encore rôder quelque part me terrorise. Je ne supporte plus la fête. Et je n'ouvre jamais ma porte au soir du 31 octobre. J'observe les enfants déguisés par ma fenêtre, et je repense à cette nuit-là.